Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires en pleine pandémie et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 57e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, enregistrement le 17 janvier 2022, jour de tempête, jour de retour à l'école qui a été reporté à cause de la tempête. Wow, j'adore ça, une introduction d'actualité en plus, c'est marrant. Ouais. Collé sur l'actualité, on est de même. Et changement, on est lundi, d'habitude on enregistre les mardis, mais là on est... Notre nouvelle résolution! On a réussi! Oui, exactement. Donc, si vous demandez qui parle, c'est Tristan en arrière. Bonjour. Oui, Mike, comment ça va? Ah, ça va. Je suis émerveillé par la neige. Et la gestion des autos dans l'entrée avec la charrue et le déneigeur. Et du déneigement. C'est de toute beauté. Je pense que tu as eu une mauvaise expérience aussi d'auto qui sort pas de l'entrée et de choses comme ça. Oui, c'est ça. J'ai refait mon entrée pour être sûr de ne plus rester pogné dans l'entrée, puis finalement j'ai réussi à rester pogné dedans quand même. Ça, c'est quand même très cool. Hein? Ouais, très cool. Fait qu'ils vont sûrement repasser tantôt, mais bon, c'est la vie, c'est ça. Ouais, écoute, c'est spécial parce qu'on voit, tu sais, on n'habite pas dans le même coin, mais c'est un aparté, là. Toi, il neige beaucoup chez vous, puis moi, il a neigé, mais tu sais, rien, pas aussi en malade que toi, là, j'ai l'impression, là, quand j'entends ce que tu me dis. Là, ouais, puis c'est bizarre parce que 40 minutes de distance. Là. C'est ça, mais quand on glisse d'habitude, il me semble de la neige là-bas, surtout. En tout cas, j'ai l'impression que sur la montagne, ça va être pas mal plus. Ça va tomber pas mal plus, là, mais nous autres, en bas de la montagne, je suis dans le coin de Bromont là, pour juste spécifier. Là. Mais en tout cas, nous, ce matin, même à un moment donné, ce matin, écoute, vers 10h, 11h ce matin, il faisait soleil. Le ciel s'est éclairci, il faisait soleil, puis de neige pendant 2 heures, ouais. Ça repartit après. Non, mais quand je me suis levé un matin, ça tombait pas mal. Même qu'on a décidé, l'école était fermée, et puis dans le fond, on savait pas trop, là, mais à matin, on voyait rien pantoute, là. Fait que on a décidé de garder la petite à la maison aussi aujourd'hui, puis de l'envoyer à la garderie juste demain, dans le fond. Donc, ouais, grosse affaire, c'est fou. Grosse journée, grosse mentor. Ça paraît, hein, tu sais, je me demandais, là, tu sais, ils disent les kids, là, quand il y a une tempête qui s'en vient, ils sont énervés pis tout ça, là. Ouais. Mais hier, c'était vraiment l'enfer, là, la petite, genre, elle était tannante, man, elle voulait pas dormir, elle faisait tout, genre, j'étais là, t'es sérieux? Ok, ça a vraiment eu un effet sur son attitude. J'imagine que c'est une histoire de pression atmosphérique ou je sais pas trop. Ou de pleine lune. C'était pas à pleine lune hier? C'était pas à pleine lune hier, mais il y avait un beau gros coucher de soleil, par exemple. Tu sais, quand le soleil était énorme, il faisait froid en maudit, par exemple, en fin de semaine. Ouais, ben il a fait ça une couple de jours là, qui fait froid. Là, ça fait du bien aujourd'hui. Oui, il neige, mais la petite accalmie de température a fait du bien quand même. Ouais, aujourd'hui, c'est une journée parfaite pour aller skier. En fait, toute la semaine, ça va être une bonne semaine de glisse. De glisse, bien dit. C'est inclusif, ceux qui font de la planche, ceux qui font du ski. Tu vois? Ouais, c'est inclusif. On fait pas de discrimination. Peu importe comment tu glisses, entraîne-nous aussi, t'as le droit. C'est ça. Fait que la raison qu'on a changé pour les lundis, c'est que là, ça te permet d'être chez toi et je t'ai vu avant, tu sirotais un martini. Et là, je veux savoir ce qu'il y avait dedans, puisque tu m'as dit en fin de semaine que tu avais de la nouveauté, quelque chose de fou. Puis tu disais aussi dans l'épisode des résolutions que tu voulais essayer des vermouths, donc... oui, puis ça tombe bien cette semaine, c'est là-dessus exactement que je vais me pencher sur un vermouth. Ouais, écoute, deux résolutions, 2 objectifs qu'on respecte déjà 3 semaines dans l'année. Je trouve qu'on est assez fort. On commence à faire les podcasts le lundi. Et je suis allé à la SAQ, je bois des martinis maintenant pendant le podcast, puis j'ai fait des essais de vermouth assez fort sur les résolutions. Donc, ouais, écoute, je suis allé en fin de semaine. Je pense que toi aussi, tu es allé magasiner en fin de semaine, si je me trompe pas. Là, on a été 2 personnes à fréquenter les SAQ en fin de semaine. J'avais des cartes cadeaux pour utiliser, puis ça tombait bien parce que mettons que j'ai tellement rien... Comme pour vrai, le temps des fêtes, je pense que je me claquais 2 martinis par jour. Fait que ça vide vite un inventaire. Hein. Ça descend assez rapidement à coup de 2 onces de gin puis 1 once de vermouth. Ça va vite. Fait que je suis content parce que j'en ai eu un cadeau, mais là, l'inventaire est terminé. Donc, ouais. Mais qu'est-ce que t'as acheté?
Écoute, j'ai commencé, là, ça va être mon espèce d'exploration cette année, d'essayer des vermouths québécois. Parce que, tu sais, comme je disais l'autre fois, on en parlait dans un épisode précédent, on se rabat souvent sur Martini, qui est la compagnie qui fait un vermouth blanc sec, qui est reconnu et qui est utilisé dans toutes les Christie de Martini, dans tous les endroits où j'ai bu des martinis dans ma vie. Sinon, il y a Noailly Prat, que je pense que toi, t'aimes bien. Noailly Prat, je l'aime. Là, dernièrement, j'y vais avec le bon vieux Martini. Ouais, exact. Qui est très bon aussi, qui est super abordable, qui fait la job. Tu sais, je veux dire, le martini, c'est juste ton espèce de... C'est comme si c'était un diluant, dans le fond, que tu mettais le vermouth. dans ton... Ouais, c'est un vermouth, mais tu sais, qui est diluant parce que c'est très peu élevé en alcool aussi, faut se le dire. Martini, ouais, c'est 12-13%. Ben, toutes les vermouths. Mais ça va jusqu'à... Ça peut pas dépasser 20 qu'on m'a expliqué. Puis là, je vais t'expliquer pourquoi je sais ça. Ouais. Parce que là, j'étais allé à la SAQ en fin de semaine. Là, j'ai regardé les vermouths du Québec. Puis là, je posais des questions. Puis un vermouth, par définition, ça ne peut pas dépasser 20%. Pour respecter une espèce de standard ou en tout cas, il doit y avoir une espèce de convention sur les vermouths qui est importante. Et en fin de semaine, puis là, j'en profite parce que maintenant, on est sur caméra et moi, je peux te voir. Alors, je te présente le vermouth que j'ai essayé en fin de semaine. Valcaudalie. Valcaudalie en association avec le Lab, qui est un bar à cocktail de Montréal, qui est malheureusement fermé, mais je pense que les anciens propriétaires sont restés partenaires pour l'élaboration de cocktails, tout ça. Ah, c'est drôle que tu dises ça. Excuse, je t'interromps 2 secondes. J'avais un meeting tantôt avec une nouvelle possible cliente, puis elle avait un coton ouaté, le Lab. Pour vrai? Ouais. Mais il y a 2 affaires. Il y a le Lab qui est un bar à cocktail à Montréal et il y a le Lab à Sherbrooke qui est un bar, pas un bar, mais une espèce d'endroit d'expérience au niveau culinaire. Fait qu'il y a 2 labs. Là. Celui de Sherbrooke est très culinaire, puis celui de Montréal était très cocktail, très alcool. Fait que là, le vermouth avait été élaboré avec le Lab. Je sais pas que t'allais m'en parler, mais bon. OK. Mais donc, j'ai essayé le vermouth sec blanc de Valcaudalie. Puis je vais faire une petite anecdote là-dessus. Il y a quelques années, alors que j'étais en couple, écrivez-nous. Je sais pas. Entre deux martini dating à Gmail. Entre deux martini dating. On va lancer un rap là bientôt, là, quelque chose comme ça. Hey, juste avant que tu finisses ça, on va dire notre email, ceux qui veulent nous écrire pour ouvrir. Là. Ah, puis nos plateformes. Hey, vas-y donc nos plateformes. Les plateformes, moi, c'est vrai, je n'ai pas dit. En plein milieu de main. Désorganisé. Ouais, c'est pas grave. OK. Plateforme, c'est Spotify, SoundCloud, YouTube et Apple Podcasts. Et sur Twitter, @2martini en lettres. Sur YouTube, c'est Entre deux martini, vous pouvez nous trouver. Et puis, si vous voulez nous écrire un courriel, c'est Entre deux martini en lettres @gmail.com et bien sûr sur Facebook, Entre deux martini, facile à trouver aussi. Le 2 sur Facebook, par contre, est en chiffre. Donc, sur ce, oui, continue. Yes! Donc, ce vermouth que j'ai essayé il y a quelques années, l'anecdote, c'est je suis en couple et on m'avait offert dans ma relation de couple un vermouth de Valcaudalie parce que la personne avec qui je partageais ma vie savait que j'aimais beaucoup les martinis. Malheureusement, le vermouth qu'elle m'avait acheté puis de Valcaudalie, ils ont 2 vermouths. Ils ont le sec blanc que là j'ai acheté, mais il y en a un sucré aussi, comme le bon vieux, les vermouths rouges, comme le martini qu'on connaît, puis les autres qui en font des rouges, qui sont plus sucrés, qui sont pas faits pour faire des dry martini ou des early martini ou des vesper ou peu importe, c'est pas fait pour ça. Ouais. Et dans ma grande bonté, dans ma grande gentillesse et ma grandeur d'âme, j'avais quand même fait l'espèce d'acte de contrition de l'essayer dans des martinis dirty, puis de dire « j'apprécie le cadeau », tout ça. Mais c'était dégueulasse, là, je veux dire. T'en as fait juste un, la recette, je l'ai faite 2 fois, puis je n'ai plus jamais retouché. Fait que, tu sais, la recette de base, on s'entend que pour un martini, c'est sec et c'est salé à cause de la saumure, en fait, grâce à la saumure d'olive. Là, écoute, c'était du sucré salé, puis ça marche pas, là, dans un martini, là, qui est supposément dirty, là. Ça marchait pas pantoute, là. Non, c'est clair. Comme mes expériences de gin sucré, aussi. Exact, ouais, comme toi aussi, avec ton Kepler, puis ton gin de fête foraine, puis ça goûte les fraises, puis la barbe à papa et tout ça, là. Fait que ça ressemblait un peu à ça, en fait. Donc, c'était pas bon. Mais tout ça pour dire que, en fin de semaine, premier achat que je partage aujourd'hui sur le podcast, c'est Valcaudalie, gin, vermouth sec, blanc. Puis ce qui est cool, c'est que Valcaudalie, c'est un vignoble dans les cantons de l'Est qui est dans le coin de Donham, fait qu'il est sur la route des vins. Il est entre Donham et Frelichburg, sur le chemin qui relie les 2 villages.
Super beau vignoble avec la vue sur les montagnes, tout ça. Et ils font leur vermouth avec les restants de raisin, de morts de raisin, tout ça qu'ils utilisent pour le vin. Fait que c'est un peu de l'économie circulaire, là, si tu veux, là, quand ils font ça. Donc, ils réutilisent ce qu'ils n'ont pas utilisé dans la confection pour l'élaboration du vin pour faire un vermouth. Puis honnêtement, il est excellent. Je l'ai essayé, je suis vraiment content, c'est un bel achat. Ça me redonne espoir dans les vermouths qui viennent du Québec. Il y en a quelques autres que j'ai hâte d'essayer, là, que j'ai vu ces tablettes, que j'ai hâte de m'acheter. Mais vraiment, c'est sûr qu'on n'est pas dans les mêmes cibles au niveau du prix. C'est quand tu achètes un produit comme Martini ou Noilly Prat qui est en bas de 15$, les deux pour des bonnes bouteilles de 750. Ouais. Là, on est à un produit qui est à peu près pour 500 ml à 17$. Fait que c'est un peu plus cher. Ouais. Mais c'est un produit qui est fait au Québec, qui est cool à essayer, qui est le fun. Mais tu vois, cette bouteille-là, j'ai jamais vu ça, moi, à ma SAQ. C'est ça. Mais il faut que tu ailles dans les SAQ. Moi, dans mon coin, curieusement, il doit y avoir un engouement pour les martinis ou pour les vermouths parce que ici, où est-ce que je suis, il doit y avoir à peu près une dizaine de vermouths de disponibles qui viennent du Québec. Je ne sais pas si c'est tous des vermouths blancs secs pour faire des martinis comme on les aime, mais sur la tablette, il y a 10 vermouths qui viennent du Québec. Mais moi, je te dirais que je vise plus le extra sec. Oui, ben sec, c'est assez. C'est pas un extra sec, là. Celui-là, il est sec, c'est correct, là. Tu sais, ça va bien, il est blanc, ça roule dans un martini. Mais clairement, on est d'accord, un extra sec, il n'y a rien qui bat ça, là. C'est probablement ce qu'il y a de meilleur pour faire un martini. Ouais. Ça, on le sait. Fait que, non, écoute, je suis vraiment satisfait. Très bel achat. J'ai hâte de découvrir les prochains. Puis en même temps, en fin de semaine, je fais une espèce de teaser ou un cliffhanger pour la semaine prochaine. Mais j'ai acheté un gin aussi dont je vais parler la semaine prochaine, que je vais mettre dans mon prochain martini pour faire une revue de ce produit. Je lance 2022 en grand. Parfait, ça. Moi, j'étais allé effectivement à la SAC, puis j'ai redécouvert un gin que j'avais déjà essayé dans nos premiers épisodes, que j'avais oublié, que j'aurais dû placer. Ce qu'on a fait, je me rappelle plus, dans un des derniers épisodes de l'année, on avait fait une revue de nos meilleurs gins, puis j'aurais bien aimé insérer celui-là aussi, parce qu'il est délicieux. Puis il y en a pas souvent, tu vois, il y avait juste 2 bouteilles quand je suis allé, puis sachant pas quoi acheter, j'avais le goût d'en essayer un nouveau, mais comme j'avais peur d'être déçu, puis vu que mon stock était assez bas, ça me tentait pas d'être pogné avec un gin que j'aime pas pour ajouter. Fait que c'est le gin Lauren Legend, qui est une compagnie de Lévis, en fait, qui est délicieux. Puis là, en y regoûtant, je trouve bon, c'est léger, subtil, mais on dirait qu'il y a comme un petit goût de réglisse. Noir, bien entendu, là, pas... oui, puis écoute, pour la petite histoire, on s'est écrit quelques messages là-dessus en fin de semaine, à savoir si c'était de la réglisse, de l'anis, ou on n'était plus sûr de ce qu'il aurait pu mettre là-dedans. Là. Ouais, il y a un petit goût de ça, mais vraiment très subtil. Là. Je suis pas un fan particulièrement de la réglisse, là, mais il est vraiment bon, délicieux, puis tu vois, c'est une bouteille 50$ pile. J'avais 4 cadeaux de 25$, ça a fité parfait. Puis j'avais besoin de vermouth aussi, fait que c'est ça, je suis retourné avec une bonne vieille bouteille de martini. Parce que, effectivement, moi, je regarde, mettons, des trucs québécois, il y a pas... il y a peut-être 2-3 bouteilles, puis c'est pas écrit... c'est pas des extra secs, là, fait que bref. Puis c'est pas ça qui donne le goût tant que ça, je trouve, dans... Tu sais, le gin prend vraiment comme le dessus et le jus d'olive, bien entendu. Mais ça dépend, tu vois, le gin prend le dessus parce que toi puis moi, on aime... C'est ça l'affaire aussi qu'il faut garder en tête. Toi puis moi, puis là, écoute, c'est un gros sujet très deep sur les martinis, mais vu qu'on aime le gin, par définition, les gins sont tout le temps plus goûteux parce que, justement, ça utilise des herbes, c'est très floral, herbacé, un gin par définition. Tandis que ceux qui se font des martinis avec de la vodka, ben la vodka, ça goûte tout le temps pareil, je veux pas être plate, mais ça goûte quasiment rien de la vodka. Fait que ça laisse toute la place à la saumure d'olive. Ou si ton vermouth a un goût un peu différent, là, tu vas le goûter tout de suite. Là. C'est vrai que la vodka, ça goûte pas. Il y en a, mais c'est vrai que ça goûte pas tant. Puis hey, j'en ai vu un autre aussi que je me rappelle plus du nom, mais c'était un gin français, puis je me demandais si il devait être bon. Un gin de France. Est-ce que la France est reconnue pour faire des bons gins? J'en ai aucune idée, c'est la première fois que j'entends ça. Fait que je trouve ça quand même assez drôle. Là. Ouais, il était pas si cher que ça. J'ai failli l'essayer, mais j'ai comme eu peur. J'ai comme eu un second doute. J'ai le même gars à SAQ, à toutes les fois qu'il me voit, il s'en vient me parler. Là. Il veut me parler de gin pis tout, mais c'est ça.
posait des questions, j'ai demandé, il m'a comme sorti l'histoire du gin, mais en fait, la question que je voulais savoir, c'est, il est-tu bon? Ouais. Je veux pas que tu me contes l'histoire, je veux savoir s'il est bon, s'il a-tu goûté, whatever. Fait que le gars, en tout cas, là, c'était drôle parce qu'il y a tout le temps, les conseillers à la SAC se font plus rares, on dirait, de ce temps-là. Fait que, il y a tout le temps du monde qui court après, puis qui veulent avoir des conseils, puis tout. Puis là, il est en train de me parler de gin en même temps, puis tout. En tout cas, le gars, il est vraiment multitask, c'est vraiment débile. Puis en plus, il fait la caisse aussi. Hey, je me demandais où tu t'en allais avec ça. Mais histoire vraie, le gars, quand même, c'est ce qu'il fait. Ah, je le sais, là, mais j'étais là, pourquoi qu'il me parle de ça? Je m'en fous un peu de comment le gars l'a servi à SAQ, puis j'aurais dû le savoir que c'était pour ça. Écoute, à toutes les semaines, c'est une surprise, puis c'est pas une joke, là. Ben, je ne sais jamais comment tu vas nous amener le sujet, posé, divisé, peu importe, là. Moi non plus, en fait, wow. je sais jamais avant d'y arriver, mais bon. Ah là, que c'est beau. Ouais. Cousu de fil doré, c'est extraordinaire. Fait que Lauren Legend, juste pour boucler la boucle. Oui, ok, avant que tu me parles Legend. La bouteille est extrêmement, est très belle en plus, c'est comme un genre de grosse bouteille carrée sur le haut, ben rectangle en fait sur le haut, le fond, il y a comme un dessin dans le fond qui est comme on dirait c'est la mer noire, ben pas la mer genre comme des vagues là, genre mais comme foncé. Est-ce que c'est délicieux. Très bon gin que je recommande. Fac! Fait que ouais, c'est ça. Vous avez peut-être deviné, on parlera pas de l'employé de la SAQ, mais on va parler de multitasking parce que moi et Tristan, on s'était fait un petit meeting avant pour décider de quelques sujets, pour parler un peu de quel sujet on allait aborder dans cette nouvelle année de podcast. Puis la majorité du temps, pour être bien honnête avec vous, on décide le sujet de quoi on va parler la journée même de l'enregistrement, à peu près 10 minutes avant. Fait que on s'est dit que ça serait bien de se faire une petite préparation. On a brainstormé un petit peu sur des sujets, sur des gens invités. Fait que dans les prochains temps, on va avoir probablement des nouveaux invités aussi qui vont toujours agrémenter. Puis c'est le fun de nous entendre, mais c'est le fun aussi d'avoir des points de vue différents de gens qui ont des expertises différentes aussi. Fait qu'en bref, notre épisode aujourd'hui s'est arrêté sur le multitasking parce que en parlant, on se rendait compte que Tristan et moi, on était les deux en train de taper sur notre ordinateur, de se parler, puis de prendre des notes en même temps, puis on s'est dit, hey, on pourrait parler de... Mais en fait, ça arrive, pour la petite histoire, ça arrive tellement souvent que soit justement en préparation du podcast, on va être en train d'écrire en même temps avant de commencer à enregistrer, ou des fois, on a un meeting ensemble par semaine, puis tu sais, là maintenant, on est plus que juste toi puis moi sur ces réunions-là, mais moi, je vais être en train d'écrire, répondre à des courriels en même temps. C'est une réalité, en fait, le multitasking. Puis, tu sais, je veux dire, ça se résume pas juste à être capable de répondre à un courriel en même temps que tu fais d'autres choses. Il y a bien du monde qui sont capables de faire ça. Mais c'est aussi la capacité de gérer des départements ou différentes choses qui n'ont pas nécessairement un lien entre elles. Ouais, non, c'est ça. C'est pas nécessairement de tout faire en même temps non plus, là. Parce que oui, mais ça, c'est juste plus un manque de productivité. mais multitasking, c'est justement d'être capable de faire plusieurs tâches, là, comme tu as dit, qui sont pas nécessairement liées entre elles. Qui sont pas liées. Parce que, tu sais, oui, tu sais, mettons, d'avoir un meeting puis de répondre tu sais, mettons, je veux dire, avoir un meeting, parler d'une idée de projet marketing ou d'une annonce puis de répondre à quelqu'un d'autre en même temps qui te propose de quoi en lien avec ça aussi, ça, tu sais, c'est du multitasking parce que tu fais, mettons, deux choses en même temps, mais c'est pas mal relié. Tandis que ce qui nous a initié cette discussion-là, puis cette espèce d'idée-là de sujet, c'est de se dire, tu sais, quand t'es, mettons, à ton compte, ben, du multitasking, des fois, pendant 5 minutes, tu vas rentrer dans de la comptabilité, puis 5 minutes après, il va falloir que tu te remettes dans ton bain de ce que tu fais au quotidien, parce que là, t'es sollicité, puis t'as d'autres choses à penser. Là, ouais, je pense que, puis c'est pour ça que j'ai trouvé ça cool de parler de ça, parce que justement, effectivement, comme tu viens de mentionner, c'est que ça, comme quand t'es à ton compte ou que tu pars une compagnie ou peu importe, t'as comme pas le choix d'être multitask. Ouais. Parce que si tu te concentres juste à faire ce que tu sais faire, ben y a plein d'autres aspects qui vont être négligés, tu sais. Fait que comme tu as dit, tu peux être en train de faire ta comptabilité, puis là tu reçois un appel de quelqu'un, puis il faut que tu répondes, fait que là ça te sort de ce que tu es en train de faire, puis là en même temps faut que tu envoies des emails ou que tu fasses de la prospection, puis que tu fasses toutes ces choses-là en même temps, d'avoir plusieurs cordes à ton arc, sans nécessairement être un expert dans tout, là, mais
d'au moins être capable de toucher à tout, parce que c'est clair qu'au début, quand tu commences, exemple, ta compagnie, ben, t'as pas nécessairement toutes les ressources et non plus les moyens financiers pour t'entourer de personnes qui vont faire, dans le fond, les choses que t'es pas habitué de faire. Tu sais, je te prends un exemple sur moi, quand j'ai commencé, il a fallu que je me fasse un site web. J'avais jamais fait de site web, puis c'est pas quelque chose que je fais dans la vie nécessairement, mais écoute, j'ai fait un site web quand même moi-même, qui se tient quand même, qui est une présentation de mon offre de service, puis de qui je suis et tout. Il fallait que je fasse ma comptabilité aussi, remplir mes fichiers Excel. Il a fallu que je me fasse un genre de fichier Excel pour suivre ma comptabilité. Ces choses-là, fait que tout en faisant du développement d'affaires, puis en faisant mes campagnes, puis mes activités quotidiennes. Fait que je pense que c'est une qualité nécessaire pour n'importe qui est à son compte, d'être capable de faire ça. Puis de Ouais, puis c'est s'organiser pas. aussi. Tu sais, je veux dire, je vais partir avec de quoi de très rhétorique, mais surtout très, tu sais, d'actualité dans l'époque où est-ce qu'on vit. D'avoir la capacité de faire ça, clairement, il ne faut pas que tu aies trop de déficit de l'attention, trop de troubles de déficit de l'attention, parce que c'est pas long que tu perds le fil. Là. Ah, puis moi, Tu sais, j'en ai un pas pire. OK, Déficit puis t'es d'attention. capable. Ah, ouais, OK. Fait que ma question est quand même simple. Comment tu fais pour gérer ce besoin-là du multitasking, mais en ayant un trouble de déficit de l'attention? Ben, je me suis rendu compte, honnêtement, j'en ai parlé souvent, là. Moi, à chaque jour, je prends une feuille blanche, ben, ou si ça peut être, tu sais, je gaspille pas non plus, là, si j'ai moins de tâches à faire une journée, ça se peut que j'écrive mes activités aussi à faire euh, du reste de la semaine sur la même feuille blanche que je vais avoir utilisé le lundi, par exemple, mais j'écris mes tâches de la journée sur cette feuille-là, pas nécessairement en ordre d'importance, là, juste en ordre qui me viennent dans la tête. Puis si je pense à ceux du lendemain, ben je les écris aussi. Fait que j'essaie de regarder ce que j'ai à faire puis d'accomplir chacune de mes tâches, parce que c'est sûr que si je les ai pas toutes écrites, ça se peut que j'en oublie. Puis je me suis rendu compte les fois que je le faisais pas, j'oubliais des choses. Fait que j'ai recommencé là, à le faire de plus en plus, justement, là, de chaque matin, là, j'ai ma petite feuille avec mes tâches de la journée, puis à la fin de la journée, ben peu importe ce qui se passe, il faut que les tâches que j'ai mises soient cochées. Mais tu sais, ça, j'ai l'impression, puis dis-moi si je me trompe, mais tu sais, quand tu te mets, puis je fais la même chose que toi, là, tu sais, j'ai mon petit cahier le matin, c'est un cahier Canada, mettons, je me lève, puis là, sur la page, là, Un j'écris qu'est-ce que cahier les... Canada? Ben Ça ouais, existe écoute, encore, ça? oui, ça trahit mon âge quand je As-tu dis des ça. duotangs aussi? Non, j'ai pas de duotime, mais j'ai des Hey, cartables, par exemple. les Des duotangs, on s'entend pochettes. que c'était quand même, à partir, on s'entend que c'était quand même un système ingénieux pour une affaire juste pour tenir des feuilles ensemble, là, tu sais, comme ça te prenait des deux broches, rentrer tes feuilles trouées, c'était toute une affaire, c'est un duotang. Avec des broches en métal qui sont malléables, qui sont pliables, là, parce que c'était ça, un bon vieux duotime. Quand t'as un bon vieux cartable à anneau, ça fait la même job. Ça fait la même job, exact. Moi, le duotime, j'ai mis ça de côté à la fin de mes études primaires. Ouais, J'ai d'autant jamais plus que renoué la avec ça. couverture était genre en carton mou, fait que ça se déchirait à Puis rien. elle déchirait tout le temps, C'est c'était ça. l'enfer. Bref, fini Non, les c'est ça. duotangs. Exact. Non, fait que pas de duotime, mais j'ai un cahier Canada, OK. ou ligné, en plus, avec des feuilles lignées, où tu sais, je note des choses à chaque jour, des choses que j'ai à faire, une espèce de to-do. Sauf que ça, j'ai l'impression que c'est plus de l'organisation au lieu du multitasking. Parce que moi, tu sais, mon multitasking, ça vient Ouais. souvent dans ce qui arrive de façon un peu tu t'attendais pas à ça. Quelque chose qui arrive un peu impromptu, tu es en train de faire de quoi justement, puis là, il y a d'autres choses qui rentrent, il y a d'autres choses qui arrivent, tu as des demandes, puis là, tu es en train, je sais pas, tu es en train de planifier une réunion, une campagne de promotion, puis là, whoop, ton comptable t'écrit parce que là, il y a des affaires à faire, faut que tu produises tes déclarations de taxes, il manque des documents parce que là, c'est les DAS, puis là, on est tous dans cette période-là en ce moment. Fait que Ouais, je suis mais en train c'est de... ça, mais ce que tu viens de dire, c'est mettons qu'il y a des demandes qui arrivent, ça veut pas dire que je vais tout changer pour faire la demande qui vient d'arriver, mais je vais la rajouter sur ma petite feuille. Fait que oui, c'est de l'organisation, mais je sais pas, je pense que c'est tough, c'est vrai, parce que les déconcentrations sont Les quand sources même. de distraction sont nombreuses, là. Ouais, non, On c'est va ça, se le c'est dire. clair. J'ai-tu un truc? Ben, tu sais, j'avais mis au début. Ben, en fait, oui, il y en a des trucs, là. J'avais dit dans mes résolutions que c'était de lire 10 pages par jour d'un livre. Ouais. Bon, ben, ma technique pour être sûr de ne pas me faire déconcentrer, ma technique, c'est parce que avec ma Apple Watch, il y a la fonction ne pas déranger. Ben, en fait, il y a ça sur n'importe quel téléphone, là. C'est juste que je le mets sur ma montre, ça fait Là, c'est quoi? la fonction avion. Là. Moi, c'est avion, là, Ouais, mettons. c'est ça, avion fonctionne aussi, là, mais je sais pas après. Ouais, les messages rentrent après. Mais bref, je mets l'option lecture. Bon. Fait que pendant mon temps de lecture, ben mon cell, tous les trucs sont déconnectés comme tel. Fait que comme ça, je sais que je fais juste ça. C'est sûr que des fois, ça m'arrive que il y a d'autres idées qui arrivent dans mon esprit en même temps. Là. Ça, c'est
mon TDA non diagnostiqué. Mais une fois que j'ai terminé, ben là, je rallume les trucs, puis là, je reçois les notifications que j'avais manquées. Fait que ça peut être la même affaire aussi que tu fais quand tu te concentres sur, tu sais, quand des fois, je pars une tâche que je sais que j'ai besoin d'être concentré pour la faire, puis je peux pas avoir de source de distraction, sinon je vais perdre mon idée, genre, mettons, faire une structure de campagne ou faire des trucs de même. Ben, j'ignore toutes les alertes qui viennent à gauche, à droite pendant le temps que je fais ça. Ou je commence la tâche quand je sais que je vais avoir du temps devant moi. Ce qui est intéressant de savoir par rapport à ça, c'est que je regardais tantôt en préparation qu'on commence une statistique vraiment intéressante qui vient de qui vient de Forbes. Et selon Forbes et des recherches qui ont été faites, 98% des gens sont incapables de faire du multitasking. 98%? 98% des gens sont incapables de faire du multitasking. Ils décrivent ça comment, eux, le multitasking? C'est qu'eux autres, leur définition du multitasking, c'est de faire plein de choses en même temps. C'est-à-dire que, mettons, t'es sur un appel, t'entends quelque chose dans tes oreilles, sur ton téléphone, t'es en train de répondre à des courriels en même temps avec des choses qui n'ont rien à voir. Tandis que nous, notre définition de... Tu sais, je veux dire, je pense que c'est intéressant à jaser aussi de c'est quoi ta définition, tu sais, du multitasking. Je pense que dans notre cas, le multitasking, c'est de se dire que dans une même journée, je suis capable de faire quelque chose qui a, mettons, un lien avec mon client, avec ce que je fais. Toi, par exemple, c'est du marketing, c'est de la gestion au niveau des réseaux sociaux, il y a plein de choses par rapport à ça. Mais en même temps, tu es capable de t'occuper des choses de ta comptabilité, tu es capable de t'occuper des choses par rapport peut-être à ta maison, parce qu'il y a des travaux chez vous en même temps. Tu es capable d'y aller de façon ordonnée, organisée, mais de toucher à plusieurs choses dans la même journée. Eux autres, quand je lis leur définition de multitasking, c'est de dire que tu es une personne assise à ton bureau, puis pendant genre que tu es en train de parler de comptabilité à quelqu'un, tu es capable de parler de gestion de communauté à un autre, puis de faire un peu de ressources humaines en même temps. Là, tout à peu près dans le même 10 minutes. Là, tu sais. Mais tu sais, mettons, tu comptes ça, mettons que, je sais pas moi, mettons que t'es en train de parler au téléphone avec un client. Ça m'arrive des fois, je parle au téléphone avec un client, puis je fais d'autres choses en même temps. Ouais. Mais là... Hey, oui, vas-y, excuse, j'ai une question à te poser après. Mais je suis pas sûr que je suis capable d'en faire 3, mettons. Ma question, j'ai quand même une question importante par rapport à ça. Ouais. Et elle est pertinente. Est-ce que tu penses que ça paraît quand tu fais ça? Je pense que ouais. Ah! Ça, c'est fou, par exemple, quand tu te poses cette question-là. Parce que je pense que de faire du multitasking, souvent, c'est que tu vas... surtout si tu es sur un appel, je trouve que ton exemple est vraiment bon. Moi, je sais que quand, mettons, quelqu'un m'appelle que je suis en train de faire de quoi d'autre en même temps, je suis capable de faire les deux, là, puis d'accorder de l'attention aux deux. Mais clairement, la personne... Ouais. Oh, la personne qui est au téléphone avec moi, elle sait, c'est clair comme de l'eau de roche que j'ai ma tête ailleurs aussi en même temps qu'elle est en train de me parler. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça, des fois, je choisis mon moment dans la discussion où est-ce que je vais commencer à faire autre chose. Tu sais, si on est dans le small talk de fin d'appel, ça se peut que je commence d'autres choses. Mais tu sais, idéalement, d'être concentré. C'est sûr, quand je parle avec un client, mettons, si on a des choses importantes à discuter, j'essaie de rien faire d'autre en même temps, là, pour être sûr de rien manquer. Mais moi aussi, ma définition plus personnelle de multitasking, c'était pas d'être capable de faire 10 choses en même temps, c'est d'être capable de toucher à plusieurs tâches. Là, comme, mettons, si tu regardes dans une entreprise où est-ce que tu es employé, généralement, ben, comme on se disait tantôt, c'est que ça se limite à ta description de tâche. C'est sûr que tu as tout le temps le bon vieux toute autre tâche connexe, mais que c'est jamais clair. Là. Dans le fond, l'impression que les compagnies mettent ça pour se laisser une marge de manœuvre ou je sais pas, qu'en même temps. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas regardé des offres d'emploi. Je sais pas si c'est quelque chose qui est encore écrit sur les demandes, là, toute autre tâche connexe. Mais bref, généralement, tu vois ça je voyais ça dans des startups ou dans des plus petites compagnies où est-ce que justement le poste n'est pas nécessairement clair, tu sais. Ouais. Quand tu cherches ça manque de viande un peu autour de l'os. Puis tu sais, honnêtement, comme on peut juger ça, mais à la défense des gens qui l'écrivent, c'est vrai que quand t'as ta compagnie puis t'as besoin d'engager, c'est comme moi, mettons, si je voulais engager quelqu'un, honnêtement, la description, elle serait pas super claire. Ouais. Parce que je saurais pas exactement ce que j'ai de besoin. Tu sais, bon, ok, je cherche un comptable, je sais ce que j'ai de besoin, mais mettons que j'ai besoin de quelqu'un pour m'assister. Puis c'était pour ça qu'un moment donné, on avait reçu Marie-Christine, mon adjointe, tu sais, parce que les adjointes virtuelles, ils font un peu de tout ça, dans le fond. Le tout autre tâche connexe, eux, ils le font pas mal, tu sais. Ouais. C'est ça que je trouvais cool, mais ouais. Puis pour revenir avec l'employé, ben c'est ça, c'est que lui, sa description, normalement, c'est il rentre le matin, puis il fait ce qu'il a à faire dans sa journée, puis il repart le soir, puis c'est repeat le lendemain. Là.
Oui, puis c'était très, c'est ça, tu sais, c'était très, tu sais, C'est focus, structuré, là. funnel, tu sais, funnel, ça veut dire en silo, là, dans le fond, là, tu sais, là, t'as tes affaires à faire, t'as tes tâches à faire, puis tu sors pas de ça. La seule différence, c'est que souvent dans des petits, tu sais, moi, je peux le dire en connaissance de cause, tu sais, nous, on est dans notre, dans notre, dans notre compagnie où est-ce qu'on est, on est une petite moyenne entreprise encore. Puis, tu sais, je l'ai dit souvent, on est une petite moyenne entreprise en start-up depuis 23 ans parce que pour X, Y raison, tu sais, il y a un paquet de trucs au niveau de l'organisation à l'interne qui font croire que c'est encore une start-up. Mais bref, on est une petite moyenne entreprise, puis tout le monde doit avoir un peu des skills ou à être capable de faire un peu du multitasking. Pas de faire plein de choses en même temps, mais d'être capable de toucher à plusieurs petits départements en même temps pour nous aider, parce que sinon, on s'en sort pas, là. Si les gens n'ont pas cette capacité-là d'avoir leur cerveau qui fonctionne dans plus qu'un petit département ou dans un silo, je veux dire, on n'est pas encore au niveau d'une entreprise où chaque département est bien divisé, bien segmenté, bien identifié avec l'équipe de marketing, l'équipe de ressources humaines, l'équipe d'opération, l'équipe de, on n'est pas là, ou l'équipe de vente, on n'est pas là encore. Tout le monde aide un peu tout le monde à toucher Une à tous les départements. question pour toi là-dessus. Ouais. Penses-tu que ça, en fonctionnant comme ça, est-ce que tu penses que ça prend une catégorie spéciale de personnes pour combler les postes? Je pense que ça prend des gens qui ont, premièrement, ben la réponse, je te dirais, après ma barre, elle est oui. Ça prend des gens qui, premièrement, ont la capacité de faire ça, parce que d'être capable, on en parlait tantôt, d'être capable de donner son attention, de faire plus qu'une chose, d'être bon, entre guillemets, ou d'avoir une capacité dans deux domaines différents, c'est une aptitude, c'est pas donné à tout le monde. La deuxième des choses, il faut que tu aies quelqu'un qui est capable aussi d'avoir l'ouverture d'esprit de dire, ben, tu sais, je me suis pas fait juste engager pour une affaire, je dois contribuer puis aider à d'autres choses dans l'entreprise. Ça, c'est une deuxième chose. Puis, tu sais, c'est ce que je trouve le fun là-dedans, puis je vais prendre ce que tu me demandes là, puis je vais l'extrapoler. C'est quand tu fais ça dans une entreprise, puis c'est la beauté des petites moyennes entreprises, je trouve. Souvent, tu vas donner quelque chose à quelqu'un, tu vas lui donner une tâche, tu vas lui donner un mandat ou tu vas faire une demande, puis tu vas découvrir des aptitudes chez quelqu'un que, et toi, comme mettons gestionnaire, et elle ne savait pas qu'elle avait comme aptitude ou un intérêt qu'elle avait pas ou t'éveille quelque chose en quelqu'un. Je trouve que c'est la beauté des petites moyennes entreprises. Avoir la latitude de ça, de donner peut-être plus qu'une tâche, de faire explorer d'autres choses à des employés, c'est de se dire, de se donner la possibilité puis l'opportunité de découvrir des talents cachés. Nous autres, on appelle ça des super pouvoirs à l'interne. On se demande tout le temps, c'est quoi le super pouvoir des gens qu'on connaît pas? Le super power caché qu'on va découvrir en grattant un peu, puis en donnant des. Mais c'est parce qu'après ça, Petits, c'est la personne, c'est sûr qu'idéalement, pour toute entreprise, l'idéal, c'est d'avoir les mêmes employés longtemps, qui évoluent avec l'entreprise, mais dans la vraie vie, c'est rare, ça se passe maintenant de nos jours. T'as tout le temps du monde qui s'en va, qui arrive, peu importe. Mais c'est qu'après ça, mettons, tu engages quelqu'un, tu cherches quelqu'un pour un poste de, je sais pas, moi, mettons, coordonnateur ou, tu sais, c'est le premier poste qui me vient en tête. Mais que cette personne-là, après ça, a fait plein d'autres affaires, comme qui sont pas nécessairement de la coordination, genre. Ouais. Comme c'est qu'après ça, sur son CV, qu'est-ce qu'elle marque, tu sais? Elle a été coordonnatrice chez vous, coordonnateur, peu importe. Mais elle a fait plein d'autres affaires qui sont comme un plus, mettons. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça prend quand même pour aller travailler dans une petite entreprise qui est au stade de faire ça, où est-ce que tout le monde doit mettre l'épaule à la roue. Je pense que ça prend quand même un esprit entrepreneur à quelque part un peu. Parce que faut que tu aies le goût aussi de faire d'autres affaires. Puis là où après, ça devient comme complexe, c'est que si tu fais plein d'autres affaires, puis moi, c'est exactement ça que j'ai eu comme thinking quand j'étais en agence, à l'emploi. C'était tout ce que je fais là, dans le fond, pour cette compagnie-là, je pourrais le faire moi-même, comme pour moi. Fait que pourquoi est-ce que je resterais là? Tu sais, oui, puis c'est pas pour tout le monde de partir à son compte, puis il y a plein de facteurs qui influencent, tu sais, surtout en particulier le facteur financier. Comme je vais être capable de subvenir aux besoins, j'aurai pas d'assurance. Mais tu sais, si tu travailles dans une plus petite compagnie où est-ce que tu n'as déjà pas d'assurance, puis t'as pas de bénéfices marginaux, si tu veux vraiment, à part avoir un salaire stable, ben, tu sais, tu te dis, crime, tant qu'à tout faire ça, puis d'en faire plus pour l'employeur, parce que dans le fond, lui, il est mort de rire, il te paye un taux fixe, mais tu sais, tu t'en fais plein, tu le fais avancer, si tu veux, sa compagnie, mais tu sais, tu peux aller le faire pour toi. La garantie que tu as, c'est qu'aux 2 semaines, ton chèque va rentrer. C'est sûr.
c'est sûr. Mais si je reviens, mettons, à la prémisse de ta question, au début, tu disais, qu'est-ce que t'écris dans ton CV? Ouais. Moi, je pense que ta spécialité demeure toujours ta spécialité. Ça change jamais. Tu sais, mettons, t'es quelqu'un qui est expert en vente, t'es expert en communication, t'es expert en ressources humaines, t'es expert en opération, t'es expert en marketing. Faut que ça demeure ce qui est apparent puis qui crève les yeux sur ton CV. Par contre, là où je pense que c'est intéressant, oui, d'un point de vue CV, tu sais, c'est dans les aptitudes ou dans les compétences acquises, parce que souvent, on va avoir une espèce de une petite section attribuée à ça sur un CV, mais c'est surtout dans la discussion. Une fois que tu as été capable d'obtenir ne serait-ce qu'une entrevue, une audition, appelle ça comme tu veux, parce que ton profil est intéressant, c'est là que tu peux amener ta valeur ajoutée. Je pense que c'est pas, tu sais, un CV, c'est écrit, c'est le fun, c'est textuel, c'est noir sur blanc, t'as des choses décrites, tout ça. Mais je pense que sur le CV, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est quoi ta spécialité puis dans quoi tu excelles. Une fois que tu es en entrevue, puis que là, tu es dans l'espèce d'expérience, dans la relation humaine où le contact va avoir de l'importance, puis là où tu peux un peu faire, tu peux en mettre plein la vue, c'est de parler de ce que tu es capable de faire autre, parce que ton expérience, exemple, dans une ou des entreprises où est-ce que c'était plus petit, mais tu avais d'autres tâches, puis tu as appris à faire d'autres choses qui peuvent être vraiment bénéfiques ou qui peuvent vraiment contribuer au succès d'une compagnie, mais là, écoute, ça fait écarquiller les yeux, là. Je pense que c'est là où tu peux te démarquer. Tu sais, quelqu'un qui est juste bon dans quelque chose, c'est bon. Il y a des entreprises qui cherchent ça puis qui ont besoin de la personne spécialiste dans ce qu'elle fait puis qu'elle va jamais être dérangée pour d'autres choses. Elle va tout le temps demander de faire ce que tu lui demandes. Exemple, moi, l'exemple que j'aime beaucoup donner, c'est quelqu'un qui est actuaire. Tu sais, qui fait juste rouler des chiffres puis rouler des affaires comme ça. T'as pas besoin qu'il soit bon en gestion des ressources humaines, rien. Lui, sa job, c'est de te calculer tout un paquet de probabilités, des ratios, tout ça, qui sont vraiment appuyés sur des calculs bien définis, bien précis, puis sa vie, c'est de faire ça. Ça doit être plate, mais excusez dans d'autres... les actuaires qui nous écoutent. Ah ouais, mais ça, écoute... Mais tu sais, ça, c'est l'exemple d'un job très silo. C'est une vocation. C'est une job très silo, faire ça. Mais dans d'autres, tu sais, types d'entreprises... une job de rep, une job de rep aussi. Ouais, mais une job de rep, t'as besoin qu'il soit capable de faire d'autres choses. Faut qu'il soit capable de gérer. Remplir le CRM, remplir un fichier Excel avec ce qu'il a fait dans la semaine. Ouais. Mais tu sais, un rep, là, c'est tes yeux puis tes oreilles sur la route. Okay? Ouais. Moi, j'ai tout le temps dit ça. Là, j'ai été directeur des ventes. Moi, un rep, fallait qu'il soit capable d'assister à des réunions puis de me donner des idées parce que c'est lui qui est sa route, qui voit ce qui se passe dans les magasins. Il faut qu'il ait une capacité de pouvoir contribuer avec une analyse, avec du think outside the box, des choses qu'on n'aurait pas pensé, parce que c'est lui qui se promène dans les magasins, il voit tout ce qui se passe. Moi, je suis pas là, c'est toi qui es là. Fait que tu sais, c'est là où un rep, faut que ce soit un peu plus, c'est pas juste un rep, c'est quelqu'un qui a une capacité de contribuer, de donner des idées, de faire une espèce d'esprit de synthèse, de dire, ben, j'ai vu ça, qu'est-ce qui pourrait être bon pour vous autres? Tu sais, il y a ça aussi. Fait que j'ai l'impression qu'il y a des profils au niveau de la personnalité aussi qui sont vraiment importants. Tu sais, dans une petite moyenne entreprise, souvent c'est important d'avoir des capacités, d'avoir des compétences, mais ton attitude aussi, puis ta façon d'être, puis ta façon d'accepter, mettons, des petits défis qui sont pas nécessairement en lien avec ce que tu fais, ça joue beaucoup aussi pour une petite entreprise ou une moyenne entreprise, parce qu'il y a des besoins des fois à combler, puis tu vas pas nécessairement aller engager pour combler ces besoins-là. Non, exact. Exact. C'est sûr que s'il y a une petite tâche de plus puis que tout le monde est... C'est sûr qu'il faut que tu utilises tes ressources quand au maximum. C'est sûr que dans les plus grosses entreprises, tu es engagé en général pour un poste spécifique. Puis ce que tu viens de dire, mettons, les reps, c'est les yeux puis les oreilles, mettons, sur le terrain. Je suis d'accord à 100%. C'est juste que, mettons, tu travailles dans une plus grosse entreprise, tes recommandations ont moins d'impact, mettons, que si tu travailles dans une petite compagnie. Ouais, ça c'est sûr. Parce que c'est pas mal plus dur de faire bouger une grosse entreprise, mettons que tu dis tel produit, ça marche pas, j'ai plein de... Le monde me dit que, mettons, je sais pas moi, une fonctionnalité pourrait être améliorée s'il y avait tel feature, mettons, sur le produit, exemple. Puis là, tu t'en vas proposer ça. Ça a plus de chances d'améliorer le produit dans une plus petite compagnie que dans une grosse compagnie où est-ce qu'ils disent, ben écoute, notre produit il est bâti comme ça, puis tu sais, t'as la chaîne de montage, puis notre processus est clair, puis c'est le même, puis c'est ça. Puis ça a tout le temps été ça, puis ça va jamais changer. Là. C'est ça. Mais c'est là où je pense que la question est pertinente, c'est de se demander, tu sais, le multitasking dans une grande entreprise, une grosse entreprise de 500 employés et plus, mettons, je pense pas que c'est vraiment nécessaire ou je pense pas que c'est vraiment un prérequis.
les gens qui ont cette capacité, le 2% qu'on disait, parce que tantôt on disait que 98% sont incapables du multitasking. Que dans le fond, le 2% de gens qui sont capables de faire du multitasking, c'est les gens que tu vas essayer de trouver pour ta petite moyenne entreprise. Parce que tu as des besoins à combler, tu as besoin qu'il y ait une diversité au niveau de l'approche, des compétences pour être capable de toucher à un peu tout. Là. En tout cas, moi, mon expérience, c'est pas mal ça. Puis comment tu fais pour être sûr que, mettons, pour être sûr que tes employés te donnent le maximum de ce qu'ils peuvent te... Parce que c'est sûr que normalement, un employé va jamais te donner... Tu peux pas t'attendre à avoir un 100-110%, mettons, de la part d'un employé, je pense, dans une compagnie. Non, on en a déjà parlé, là, la gestion des attentes, tout ça. Là, ouais. Comment tu t'assures que ton employé te donne le maximum de ce qu'il est capable de te donner à ce moment-là, tu sais, puis tu sais, parce qu'en même temps, c'est que, tu sais, il doit y avoir une manière de mettre en place des, tu sais, je pense qu'il faut que, ça revient tout le temps un peu à dire que la bonne personne est dans la bonne chaise, tu sais. Si, mettons, quelqu'un est dans une chaise dans la compagnie que ça ne fit pas pantoute avec soit sa personnalité ou ses capacités, puis que dans le fond, elle est là, puis il faut qu'elle fasse les tâches comme ça, puis finalement, elle serait meilleure peut-être dans un autre poste, ça serait peut-être de le reconnaître, puis genre de changer, parce que, tu sais, l'idée, comme j'ai dit plus tôt, c'est l'objectif, je pense, quand tu as des employés, c'est de les garder longtemps, à moins qu'il arrive de quoi, mais tu sais, idéalement, engager un employé, le former, qu'il connaisse ta compagnie, etc., ça coûte de l'argent puis du temps, comme tu veux le garder le plus longtemps pour le rentabiliser le plus possible. Comment tu fais pour ça, tu sais, pour être sûr que la personne est à la bonne place? C'est-tu en posant la question, faire souvent on a parlé souvent de faire des meetings d'évaluation de performance, ces affaires-là, c'est quoi? Ben ça, premièrement des choses, je pense que dans n'importe quel, puis je passerai pas beaucoup de temps là-dessus, ça, je pense que dans n'importe quelle entreprise, que tu sois à contrat, employé ou peu importe, faire une revue de progression, une revue de performance, une revue, tu sais, pour chaque personne, c'est essentiel. Je pense que ça vient, premièrement, c'est bon parce que pour l'entreprise, pour la direction, mais ça te permet d'évaluer tes forces à l'interne, l'état de tes forces à l'interne. Puis je pense que pour l'employé ou celui qui est sous-contractant ou ton pigiste ou peu importe, ça lui permet de lui aussi de comprendre puis de faire une espèce d'auto-évaluation d'où est-ce qu'il est rendu. Fait que ça, c'est tout le temps pertinent puis tout le temps essentiel. Moi, où t'évalues, dans le fond, pour différentes personnes, c'est moi, ce que j'aime bien, c'est juste de pitcher des petites perches de temps en temps. Tu sais, j'aimerais ça que tu me fasses ça, ou essayer telle affaire, ou, j'ai besoin d'aide sur ce dossier-là. Tu peux-tu m'aider? Puis tu fais des tests avec différentes personnes sur des choses qui sont pas tout le temps faites en lien avec ce qu'ils font au quotidien. Mm-hmm. Pas tout à fait sur leurs compétences, sur leurs tâches habituelles, tout ça. Les sortir de leur zone de confort. Puis rapidement, tu vas pouvoir tracer la ligne avec chaque personne de OK, ça, définitivement, ça sort trop de ce qu'elle est habituée de faire, puis ça la met dans une position complètement inconfortable. Ou de dire, ben ça l'a sorti de sa zone de confort, mais elle a eu du succès là-dedans, ou elle a réussi à contribuer puis à nous aider là-dedans. Donc, c'est quelque chose qu'elle est capable de faire, qu'elle savait peut-être pas, ou qu'elle n'avait jamais vraiment exploité, cette aptitude-là. Mais clairement, il y a quelque chose à faire avec ça. Là, chaque personne est différente. Je pense que c'est du essai-erreur un peu aussi. Puis il y a des gens que tu vas voir que dès que tu vas leur donner quelque chose, ils vont être dessus, ils vont être là, ouais, je suis capable, je veux apprendre, ils vont être autodidactes sur certaines choses. Puis il y en a, tu vas voir que là, tout de suite, là, tu t'as tiré sur une corde qu'il fallait pas tirer, puis tu n'auras pas de résultat. Là. Mais toute personne est différente. C'est ça, je trouve ça tough. Tu sais, comme. Parce que ça revient à ce que j'ai dit tantôt. En étant employé, comme tu sais, puis il y en a ça, ben c'est peut-être parce que moi, dans le fond, c'était soit que j'étais fait pour travailler dans une grande entreprise ou est-ce que, dans le fond, ma job, c'était de faire ce qu'on me demandait. Dans le fond, de ma description de tâche. Puis c'est parce que moi, personnellement, j'avais bien de la misère en travaillant dans une petite entreprise à faire le truc de plus. Dans le sens de dire, tu sais, c'est pas ma compagnie, comme. Pourquoi est-ce que, pourquoi c'est moi qui fais ça, tu sais, c'est pas ma compagnie, je suis pas payé plus pour faire ça. Y a-tu quelque chose à la clé, je vais-tu devenir actionnaire de la compagnie, quelque chose, je sais pas. Tu sais, c'est en me disant, genre, tu sais, en faisant ces choses-là de plus, mais oui, c'est bon, ça me donne une corde de plus à mon arc, mais pour un certain temps, après ça, si j'ai plus de skills, ben, puis que tout ce que tu me demandes, dans le fond, c'est des choses que tu sais, je pourrais faire moi-même en ayant ma compagnie, ben pourquoi je le ferais pas, tu sais? Parce que tu sais, comme on a dit tantôt, partir à une compagnie, il faut que tu sois capable de faire du multitasking. Claire. Fait que chaque employé d'une PME
ou d'une petite compagnie si on a dit tantôt que fallait que tu aies des skills en multitasking, mettons, ou des aptitudes pour être capable de travailler dans une petite compagnie comme ça, fait que ça veut dire que tous tes employés ont le potentiel de possiblement un moment donné partir à leur compte. Peut-être que je me trompe, mais... Ouais, mais tu sais, c'est un risque à prendre. Ça, c'est la première des choses que je vais dire. Puis deuxièmement, pour l'employé, mettons, tu parles de toi d'un point de vue employé quand tu étais là dans le temps. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est tu penses-tu que ça t'aurait ouvert des portes si tu avais été la personne dans le groupe qui avait montré des aptitudes puis une volonté d'en faire un peu plus tout le temps? Ou tu penses que ça aurait servi à rien? Ben, je sais pas, en fait, tu sais, parce que j'ai travaillé dans plus des grosses compagnies que dans des petites. Puis les 2 petites compagnies que j'ai travaillé, il y en avait une que le propriétaire, il faisait du gros micromanagement, genre comme malsain. Que j'étais pas bien, puis tu sais, tu me permettais pas, tu sais, j'avais aucune marge de manœuvre, mettons. Puis, tu sais, j'allais d'un meeting trop longtemps, je me le faisais reprocher, mais tu sais, je veux dire, ma job, c'était d'aller vendre des produits ou peu importe, des services. Je veux dire, si le meeting, ça prend 2 heures pour que je vende de quoi, ça va prendre 2 heures, tu sais, je peux pas me timer pour ça. Puis l'autre place, ben, c'est qu'il y avait trop, justement, de passer de suivi. C'était comme si, dans le fond, la mentalité, c'était de dire que chaque employé devait être un peu, avoir la mentalité comme si c'était sa propre compagnie. Mais ça, je pense que c'est pas... tu sais, tout ce que je faisais, moi, dans le fond, j'avais été engagé pour X affaires, tu sais, ça me dit... Puis oui, j'en faisais plus, mais là, c'était rendu que le plus qu'il fallait que je fasse, tu sais, je me faisais... Moi, ma job, c'était de faire du développement d'affaires, aller chercher des nouveaux clients. Puis, mettons, on me reprochait de pas travailler la fin de semaine. Puis les autres travaillaient la fin de semaine. Mais tu sais, on était trois représentants, ben, 3 directeurs de compte. Puis les autres, ben, tu sais, c'était tout du monde aux opérations. Fait que c'est sûr qu'il y a des chances que tu travailles la fin de semaine si t'es aux opérations dans le domaine du marketing numérique. Ça m'arrive aussi en étant à mon compte, tu sais. Mais en étant directeur de compte, puis que ma job principale, c'est d'aller démarcher du monde, ben, tu sais, le dimanche, je démarcherais pas grand-chose, là. C'est clair. Fait que c'était plus ça, dans le fond, qui me tapait un peu ses nerfs, qui m'a fait dire, ben, tu sais, si tu me demandes de tout faire ça, puis toutes les choses que je fais pour toi, dans le fond, je suis bien de les faire pour moi, ben, ça marche pas. Fait que j'aurais-tu eu de l'avancement si j'avais décidé de faire ça? Je sais pas, peut-être, mais là, il y avait d'autres raisons qui faisaient que j'étais plus à l'aise dans cette place-là, là. Il y avait, tu sais, il y avait de la ressource humaine là-dedans qui faisait que j'étais plus à l'aise dans cette compagnie-là, puis des pratiques, puis des choses que je trouvais qu'on se contentait de peu, un peu, là, dans le fond. Sans faire de... Fait que non, donc, il y avait... Mais tu sais, ça, c'est plus des facteurs, tu sais... Mais ça, c'est mon expérience personnelle. Ça, c'est des facteurs externes. Mais tu sais, si, mettons, je te pose la question aujourd'hui, tu sais, parce que, mettons, moi, je te dirais, moi, je vois quelqu'un à l'interne qui repousse un peu ses limites puis qu'il accepte d'aller dans des zones d'inconfort pour nous aider puis de contribuer puis de... Moi, clairement, c'est une personne, tu sais, c'est une personne de valeur au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle va pas juste accepter puis de se concentrer exactement sur ce qu'elle fait puis ce qu'elle sait faire. Elle va vouloir apporter son aide puis contribuer au bien-être de l'entreprise. Mais penses-tu que ça devrait être dit, ça, à l'embauche ou dans les reviews? Non, parce que, ben, OK. Je pense pas que ça doit être dit à l'embauche, parce que quand tu embauches quelqu'un, tu te donnes... Tout le monde, tu sais, c'est un espèce de... C'est comme du dating un peu, là. Ouais. Tu apprends à connaître l'autre personne apprend à te connaître. On apprend à danser ensemble, c'est un cours de danse ensemble. Puis là, je sais pas si tu danses bien, elle sait pas si je danse bien, mais on apprend à voir c'est quoi nos aptitudes dans la danse, tout ça, les deux, si on est capable d'avoir une bonne chimie entre nous deux. À l'embauche, non. Mais après ça, dans les premières revues de performance ou les revues d'évaluation, là, ça peut être intéressant de dire, ben, tu sais, on s'attendait, tu sais, on aimerait ça que tu nous amènes ailleurs ou que tu nous montres des aptitudes qu'on n'a peut-être pas encore cernées ou que même que toi, tu connais peut-être pas. Tu sais, il y a peut-être des choses qu'on pourrait te donner sur dans ton to-do, dans tes tâches à chaque semaine qui ont pas vraiment à voir avec la raison pour laquelle on t'a engagé, mais qui nous aiderait beaucoup, puis on veut voir si t'es capable de nous aider là-dedans, tout simplement. Mais tu sais, c'est encore une fois, chaque personne étant différente, tu sais, il y a des employés à qui tu peux pas vraiment demander ça, puis tu le sais, mais ça pourquoi tu les as engagés, c'est des bombes, ils vont tout le temps te donner un rendement équivalent, constant.
Jamais de déception, jamais rien. Tu sais pourquoi tes engagés sont là puis ils font la bonne chose. Des fois, il faut que tu te contentes de ça aussi. Mais il y en a d'autres, quand tu le sens, qui peuvent aller ailleurs, t'amener d'autres choses. Je pense qu'il faut que tu saches, pas exploiter, mais faire en sorte de tirer avantage de ces compétences-là et en même temps, en retour, aider cette personne-là à se développer dans ces aptitudes-là dont elle n'avait pas Penses-tu que ça prend comme une carotte au bout de la canne? Ah, ça, c'est une bonne question. Parce que dans le fond, tu sais, me dire on voudrait que tu te développes, puis etc., tu sais, oui, c'est très cool, puis parfait, mais mettons, là, je vais t'en donner plus. Puis tu sais, c'est au même concept que en étant travailleur autonome, si je te vends un service de plus, attends-toi à payer pour. Oui. Fait que si tu me dis j'aimerais ça que tu développes tel truc de ton côté puis d'être capable de faire ça pour l'entreprise, ben tu sais techniquement, je pense pas que ça devrait être gratuit, en tout cas pas à terme, mettons. Ouais. Tu sais si mettons je prends un exemple là, t'as quelqu'un au marketing, peu importe, puis là, tu veux que la personne elle développe de quoi pour la pub Facebook, exemple, mettons, elle en faisait pas, puis tout ça. Puis que là, à cette heure, tu veux que cette personne-là s'occupe juste de ta pub Facebook, ben, en plus de ses autres affaires, mais que dans son skills, dans son bagage de compétences, elle rajoute ça, la pub Facebook. Ben, je pense que ça se monnaie après. Une fois que la personne maîtrise les choses. Tu sais, parce que tu y rajoutes une tâche, dans le fond, tu sais, je veux dire, c'est juste logique que pour, mettons, oui, tu me payes un nombre d'heures, mais en fait, je sais pas, c'est une discussion, tu sais. C'est sûr que du côté de l'employeur, si ta mentalité, c'est de dire faut que j'en aille le plus possible de mes employés en payant le moins cher possible, ben là, c'est peut-être ça qui fait que des fois, le monde quitte. Mais si pour chaque nouvelle compétence que tes employés acquérissent, il y a comme un genre de petit bonus, un peu le principe de la gamification, là. Tu sais c'est quoi? Dans le fond, de rendre les choses un peu comme un genre de jeu, là, si tu veux. Ouais. Des cartes de points, ces affaires-là, peu importe, mais quelque chose. Qu'il y a un incitatif tout le temps, quelque chose qui existe, là. Quelque chose pour une nouvelle compétence ou de débloquer un. Tu sais? Je sais pas. Écoute, c'est une bonne question. Puis j'ai le goût de te dire que je peux pas vraiment répondre. Il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Non, je pense pas qu'il n'y a pas de réponse, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on a nous déjà essayé ou que moi j'ai déjà vécu. Fait que je peux pas témoigner là-dessus. Fait qu'il faudrait l'essayer puis voir qu'est-ce que ça donne. Parce qu'il y a deux affaires, tu sais, c'est soit que tu prends ton employé puis que tu essaies de faire le plus d'affaires larges possible, mais en même temps, chaque personne, plus tu es large dans ce que tu fais, moins tu es spécialisé dans une affaire. C'est sûr. Puis c'est pas une mauvaise chose non plus, tu sais, ça en prend des généralistes puis c'est pas un problème, là, mais c'est juste que après ça, c'est que tu te dis, ben, est-ce que cet employé-là va être capable de faire toutes ces choses-là, mettons, puis d'être aussi performant comme dans les tâches pour lesquelles je l'ai engagé au début, ou si je suis mieux de peut-être engager une ressource de plus, que ce soit à la pige pour une coupe d'heure, pour combler un manque. Je sais pas, si mettons tu dis t'es représentant, tu travailles pour une compagnie, puis chaque représentant est responsable parce que j'ai déjà travaillé dans une grosse compagnie. Là. Les reps étaient responsables de la collection. Puis c'était pas une petite c'était pas une PME, là. Fait que, tu sais, je rajoutais, dans le fond, une tâche de quelqu'un d'un comptable, de quelqu'un à comptabilité, mettons. Ben, des comptes recevables, généralement, c'est un département de comptes recevables. Comptes recevables, exactement. Mais, tu sais, c'est comme, t'es supposé de bâtir la relation avec ton client. Tu sais, mettons, moi, j'avais un problème un peu avec ça, parce que si, mettons, exemple, mettons, les comptes recevables harcèlent un client, mettons que ça fait longtemps qu'il n'a pas payé, là, puis que les comptes recevables appellent le client pour dire hey, ta facture est passe due, faudrait que tu payes tout ça. Puis que le client, après ça, il me parle à moi qui est son contact principal, mettons, son rep. Il peut se plaindre. Tu sais, hey, ton département. Puis tu sais, moi, je peux jouer la carte de genre dire ouais, je le sais, tu sais, ils sont insistants pis tout, mais c'est parce que. Regarder ça, je vais. Tu sais, ben pas voir ce que je peux faire, mais tu sais, faut t'es comprendre, là, eux, ils ont des comptes à rendre, puis il faut que les comptes soient payés, pis tout ça. Tandis que si c'est moi qui fais la collection, ben tu sais, après ça, je peux, tu sais, je te dis, hey, ton compte est en retard, faut que tu payes. Ça fait très bon cop, bad cop, là. Ouais, mais c'est ça. Cool quand il faut, pis t'es le gars avec parce que moi, comme représentant, en tout cas, tu sais, tout le temps, tu sais, faut tout le temps que tu sois un peu comme du bord de ton client comme tel, tu sais. Ben oui, c'est le client qui a raison. C'est ça. Si c'est toi qui le collectes en plus. Fait que bref, tu sais, c'était comme
quelque chose de plus que tu demandais. Tu sais, si mettons, tes représentants dans ta petite compagnie sont responsables de facturer leurs clients, mais tu rajoutes quelque chose qu'il faut qu'ils fassent. Puis c'est pas une grosse compétence, mais c'est une tâche de plus qui fait que ça revient encore au principe d'établir des processus dans une compagnie. Ouais. Ouais, mais tu sais, c'est souvent, les processus, tu vas les élaborer avec des nouveaux employés de même, puis des gens qui vont sortir de leurs compétences un peu pour t'aider à mettre en place des choses qui n'existaient pas avant. Là. Mais c'est pour ça que, tu sais, souvent on parle de mon dilemme à moi personnellement, de savoir est-ce que j'engage quelqu'un ou je prends des pigistes. Parce que le propre du pigiste, c'est d'être multitask, je pense. Fait que c'est sûr qu'en prenant, mettons, un pigiste pour faire une tâche, je peux lui demander, tu sais, il y a peut-être des capacités dans d'autres tâches aussi. Oui, je vais les payer, mais il va toujours me revenir quand même moins cher qu'un employé. Puis, je vais payer comme à l'utilisation, si tu veux. Tandis que l'employé, ben, tu le payes un nombre d'heures pis tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, faut que tu le formes, toi. Faut que tu prennes du temps pour lui montrer ce que tu veux qu'il fasse pour que ça soit fait de la façon que toi, tu veux que ça soit fait. Pour le pigiste aussi, mais techniquement, le pigiste, il apprend plus vite. Ça dépend, parce que des fois, tu vas aller... Là, tu sais, c'est encore une fois une question d'expérience, mais souvent, tu vas aller chercher un pigiste aussi parce que tu vas vouloir t'entourer de compétences bien précises à l'externe. Fait que, tu sais, tu vas avoir des pigistes, oui, mettons une adjointe, une adjointe comme toi, qui est plus virtuelle ou qui est pas avec toi en temps réel, de par sa définition, va être capable de faire plusieurs choses parce qu'elle se définit comme ça. Mais si tu vas chercher un pigiste qui fait une affaire parce que tu as besoin d'une compétence précise, c'est pas du monde qui vont être multitask, là. Ils vont être là pour t'aider avec ce que tu as de besoin, point. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est vrai. T'sais, ça dépend de qui tu vas chercher et de qui tu vas t'entourer. C'est pas facile. C'est vraiment, c'est encore, tout le temps, ça revient à la même chose, c'est de se dire, c'est quoi tes besoins, c'est quoi que tu recherches, c'est quoi l'équilibre dans tout ça dans ton entreprise. C'est pas une question facile. Je pense pas que l'idée c'était d'avoir une question facile à répondre là-dessus. C'est juste je pense que c'est de cerner les gens qui sont capables de sortir de leur champ d'expertise, de leur zone de confort, versus ceux qui ont moins de capacité à faire ça, d'être l'espèce de tout le temps le chef d'orchestre là-dedans qui est capable de bien utiliser ses forces en place, là, tu sais, là. C'est ça. Je pense que c'est non, c'est vrai, c'est juste parce que j'avais parlé un peu plus mais tu sais, c'est ça, ça dépend t'engages quelqu'un pourquoi. Tu sais, exemple, là, nous autres, des fois, on va chercher un photographe, quelqu'un qui fait du montage photo vraiment précis. Il va pas m'aider avec de l'organisation, puis avec des réseaux sociaux, puis avec des affaires d'autres choses, là. Il touche à rien de ça, là. Lui, sa job, c'est de rentrer, prendre mes produits, de les mettre prendre des photos, aller chercher des affaires, les mettre dans un cadre spécial, dans un environnement spécial avec un rendement qu'on lui demande, puis point, là, il nous envoie des épreuves, on dit oui, non, approuvé, pas approuvé, il les corrige, puis c'est tout, point. Il va jamais faire d'autre chose que ça, là. C'est ça. C'est pour ça que tu dis, c'est pour ça que je te rejoins. Je pense que l'espèce de choses qui rassemblent, c'est que si tu vas dans des tâches un peu plus, mettons, cléricales ou dans des choses un peu plus de bureau, d'administration, de marketing, tu vas souvent aller chercher des gens qui ont d'autres compétences un peu, qui savent pas puis qui peuvent t'aider. Ouais. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais ça prend un esprit un peu entrepreneurial. Ça, c'est toi qui disais ça tantôt. Ouais. Je suis d'accord avec toi aussi. Un entrepreneur, par définition, est souvent multitask, puis ça prend un esprit comme ça pour que tu puisses en retirer. Mais ça prend en tout cas une certaine débrouillardise, là. C'est clair, c'est clair. Ouais. Puis tu sais, de pas être... Tu sais, c'est ça. Ben, en fait, ça dépend. Tu sais, t'as des employés qui ont besoin de supervision. Mais c'est ça, t'es payé pour les superviser, puis ces choses-là, le temps qu'ils soient, mais... C'est la game aussi. C'est ça. Mais tu sais, mais c'est pour ça, tu sais, moi, mon choix, c'était d'engager des pigistes pour l'instant, parce que j'ai pas le temps de faire de la supervision. Tu sais, il faut que la personne elle soit capable d'être fonctionnelle comme rapidement quand même, tu sais. Puis ça a été ça au début quand j'ai engagé Marie-Christine, ben quand je l'ai pris, je me disais exactement ça, c'était genre bon, tu sais comme faut que tu fasses confiance, tu sais, faut puis étant perfectionniste quand même moi de mon côté, ben c'était de dire tu sais, ça va-tu être fait comme je veux pis tout ça, je suis à un moment donné, faut que t'aies un genre de laisser aller pour tu sais comme ce qu'elle a fait c'est j'ai aligné le tir un petit peu sur comment je voulais que les choses soient faites, puis maintenant ben c'est fait comme je veux, fait que c'est parfait. Il y a tout le temps un temps d'adaptation, mais bref. C'est ça. Mais elle multitask. C'est ça qui est cool. Gérer les attentes, c'est comme d'habitude, par rapport à ça aussi. Ouais. Puis sinon, j'ai pas parlé de mon Oculus, mais... Ça, c'est multitask, mon chum. Et si bol!
D'ailleurs, hier, je voulais me détendre un peu. J'ai pris un petit jeu de pêche et puis je pêchais en réalité virtuelle. On pourrait parler de la réalité virtuelle, gars, dans un des prochains podcasts. Ça nous donnerait l'occasion de parler de ça, puis comment ça va changer au niveau du travail puis des entreprises. Hein. Ouais, je pense qu'effectivement, parce que c'est quand même, pour vrai, pour le prix, pour tout, incroyable. Incroyable. Ouais. Je suis tellement pas là. Non, mais tu sais, la bonne chose, c'est que la batterie dure pas super longtemps. Tu sais, tu peux pas t'enligner un 6 heures à moins d'acheter l'extension de batterie, mais la batterie dure à peu près 2h30, 3 heures. Fait que, puis même là, 2h30, 3 heures, c'est longtemps à avoir ça sur la tête là, pour les yeux puis pour tout, mais c'est quand même assez fou, je te dirais. Les possibilités au niveau business dans les prochaines années, je pense qu'ils sont pas mal présentes. Ça va être. J'ai hâte de voir ça, comment ça va s'enligner. Très cool. Mais ouais, c'est un bon sujet, ça, de parler de l'avènement de la réalité virtuelle dans le travail. Hein. J'aime ça. Je vois que tu le prends en note en plus. Certainement. Combien de fois qu'on est arrivé que dans un podcast, on avait des idées de sujets vraiment hot, il faudrait qu'on les réécoute toutes, puis ça serait une mine d'or d'idées. On savait ça serait cool de faire un épisode là-dessus, puis la semaine d'après, on savait pas de quoi parler. Fait que, on s'en rappelait plus. Là, en les notant, ça va être ça. Puis d'ailleurs, si vous voulez nous écrire des suggestions de choses que vous voudriez qu'on parle, c'est en fait. On est là aussi. On est là aussi, entre2martini@gmail.com ou entre2martinidating@gmail.com. Ça, c'est drôle. Là. C'est ça. Ça s'en va dans les spams. Est-ce que... Ouais. Fait que, ouais, quand même, ça fait quand même le tour du sujet, je pense. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Non, écoute, ça fait le tour. Encore une fois, on pense tout le temps qu'on n'a pas quelque chose où on peut discuter en masse, mais ça a été une mine d'or de sujets et de petits raccoins à aller explorer dans cette idée-là du multitasking. Là. Ouais, très cool. Yes. Nice. Fait que, ben, Krim, merci ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin. Puis, comme on le dit jamais assez souvent, si vous voulez nous écrire pour nous proposer des idées de sujets, si vous voulez participer, que vous connaissez quelqu'un qui aimerait ça participer, vous pouvez nous écrire, c'est entre2martini@gmail.com, tout en lettres. Ça serait vraiment très apprécié. Puis, on prend toutes les idées, si vous avez des questions, peu importe, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, on le prend aussi. Fait que, n'ayez pas peur de nous écrire. Tout va bien aller. Sur cette journée de tempête, as-tu quelque chose, un mot de la fin à ajouter? Ah, neige, parce que je vais aller en pelleter, là. Je vais aller enlever ce qu'il y a sur mon auto, là. Ça va être ça le mot de la fin. Neige. Brasser de la neige, parfait. Brasser de la neige. Fait que sur cette belle neige, on va vous souhaiter une bonne semaine, des bons matinées, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.